a plutôt l'impression que les Américains veulent marquer le coup, veulent montrer qu'ils ne sont pas prêts à aller jusqu'à la reprise de la guerre, mais en même temps, ils ne veulent pas évidemment laisser toutes les provocations iraniennes sans réponse. Mais on a plus l'impression, encore une fois, que ce sont des coups de semonce, comme vous l'avez dit. C'est un moyen de marquer le coup plutôt qu'une volonté de vraiment reprendre la guerre. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Sébastien Lévy. Sébastien, bonjour, Boker Tov. Boker Daniel. Merci d'être resté réveillé à New York pour nous aider à mieux comprendre ce qui est en train de se passer aux États-Unis. On a le sentiment que c'est reparti, comme en 14, dirons-nous. Les Américains, après Donald Trump, à la suite, on va dire, des mises en garde de Donald Trump de ces dernières 24 heures, ont effectivement lancé une série de raids aériens contre des cibles iraniennes. Est-ce que cela veut dire qu'on est reparti pour une série de confrontations directes entre les Iraniens et les Américains, ou bien ce sont des coups de semonce que les Américains lancent pour essayer de mettre en garde les Iraniens ? Je serais plutôt partisan, je dirais, de la deuxième solution. Il semble plutôt que ce soit les escarmouches. Ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours la même chose. Ce sont des provocations iraniennes, des réactions américaines. Et on a plutôt l'impression que les Américains veulent marquer le coup, veulent montrer qu'ils ne sont pas prêts à aller jusqu'à la reprise de la guerre. Mais en même temps, ils ne veulent pas, évidemment, laisser toutes les provocations iraniennes sans réponse. Mais on a plus l'impression, encore une fois, que ce sont des coups de semonce, comme vous l'avez dit. C'est un moyen de marquer le coup plutôt qu'une volonté de vraiment reprendre la guerre. Mais ça, c'est plutôt une interprétation. Ça peut être effectivement le prélude à une reprise de la guerre. On en sait strictement rien, mais on est plutôt, il semble, dans des épisodes d'accalmie, de négociation, de frappe, d'accalmie, de négociation. On est plutôt comme ça dans cette situation. C'est plutôt l'impression qu'on a, mais effectivement, les choses peuvent changer. Alors, le prétexte, en tout cas l'explication à ces tirs de la nuit dernière, c'était apparemment les tirs iraniens en direction d'une base américaine en Jordanie, mais également il y a eu des échauffourées en Irak. Alors, est-ce que ce sont véritablement des raisons valables, ou alors est-ce que derrière ça, il y a aussi peut-être l'influence de Binyamin Netanyahou lors de sa rencontre avec le président Trump, qui lui aurait peut-être dit « Ne soyez pas naïfs, les Iraniens ne veulent absolument pas d'un accord ». Alors, quitte à être provocateur, je dirais que si Netanyahou a essayé d'influer Donald Trump dans ce sens, je pense que Donald Trump aurait été plutôt incité à faire le contraire, puisque la dernière chose que veut Donald Trump, c'est d'apparaître comme une espèce de marionnette de Netanyahou et d'obéir à ce que dit Netanyahou. D'ailleurs, avant la venue du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, Donald Trump avait fait fuiter à la presse, il avait même parlé officiellement en disant qu'il n'avait pas besoin de Netanyahou pour savoir ce qu'il avait à faire. Donc c'était aussi pour marquer le coup, pour marquer son indépendance. Je pense que ce sont plutôt des décisions américaines, il y a la crédibilité américaine qui est en jeu face aux provocations iraniennes. Ça ne veut pas dire que le président américain n'écoute pas Netanyahou, mais je ne pense pas qu'il aurait décidé une frappe le lendemain de sa visite avec Netanyahou, parce qu'il n'aurait certainement pas voulu apparaître comme une espèce de pantin de marionnette de Netanyahou. Donc je ne pense pas nécessairement que ce soit directement le fruit en fait de la conversation avec Netanyahou, même si évidemment il écoute les arguments du Premier ministre israélien. Le fait que les deux partis, Netanyahou et Trump, aient dit que cette rencontre avait été l'une des meilleures entre les deux leaders, est-ce que c'est juste pour, on va dire, le protocole, ou alors c'est véritablement, finalement, en dépit de certaines divergences de vues, eh bien, les deux leaders restent, au moins sur le dossier iranien, focalisés, peut-être même sur le même objectif, qui serait la chute du gouvernement de régime iranien ? Je pense en tous les cas qu'il y a une volonté des deux côtés de calmer le jeu. Après, on sait l'épisode un petit peu tendu qu'il y a pu avoir au mois de juin et les propos peu amènes du président Trump sur Netanyahou. Donc je pense que c'était important, plus encore pour Netanyahou, de montrer qu'il y avait une entente avec les États-Unis, qu'il y avait une entente avec le président Trump en particulier. On a vu d'ailleurs aujourd'hui que Netanyahou a rencontré un certain nombre de leaders au Sénat. Donc je pense que c'est important pour Netanyahou d'envoyer un signal à son opinion publique que les États-Unis étaient encore évidemment un allié très important d'Israël, donc ça c'est important. Et puis pour le président Trump, qui avait aussi une volonté de dire qu'il restait proche d'Israël, proche de son leader. Après, en revanche, je pense qu'il continue d'y avoir des divergences. Il y a clairement un intérêt commun, un objectif commun, c'est que l'Iran n'est pas l'arme nucléaire. Là, pour le coup, il y a toujours une identité de vue. Je pense que sur le changement de régime, il semble que ce soit un peu moins une priorité des Américains que des Israéliens aujourd'hui. Et puis la divergence, elle est plutôt sur, clairement, il y a une volonté israélienne de reprendre les frappes et la guerre, alors que pour les États-Unis, c'est plus de recréer un rapport de force pour obliger les Iraniens à revenir sérieusement à la table de négociation. Et puis, vous avez d'autres divergences très importantes, on pourra peut-être en reparler,
sur les Saoudiens, sur la Turquie, vous avez de vraies divergences. Elles n'ont pas été aplanies, au contraire. Donc je pense, oui, volonté de calmer le jeu, oui. En revanche, identité de vue entre les deux alliés, on n'en est pas encore là. Alors hier, notre ami Michel Gurfinkel nous disait que derrière cette rencontre, il y a un bras de fer permanent qui existe entre, on va dire, les isolationnistes représentés par J.D. Vance et, on va dire, les conservateurs traditionnels qui est représenté par Marco Rubio. Est-ce que, par exemple, dans la presse américaine aujourd'hui, est-ce qu'on a le sentiment que l'un des deux domine plus aujourd'hui? Est-ce que, par exemple, Marco Rubio est plus en odeur de sainteté que J.D. Vance par rapport au président américain dans le dossier iranien en particulier? C'est extrêmement dur en fait, c'est vraiment extrêmement dur de voir puisque ça peut vraiment changer d'un jour à l'autre. On a vraiment l'impression d'une journée, ça peut être effectivement Marco Rubio qui peut être plutôt aujourd'hui qui a l'écoute du président et puis parfois c'est plutôt le contraire. Ce qui est intéressant dans la visite avec Netanyahou, c'est la présence très importante de J.D. Vance au cours de cette rencontre, alors qu'on n'a pas vu Marco Rubio en tout cas dans les photos officielles. Peut-être que c'est un signal, peut-être que ça n'en est pas. On a aussi tendance peut-être à trop décoder ce qui peut-être est juste du protocole. Ce qui est sûr, c'est que oui, il y a clairement ces deux tendances, et ces deux tendances, elles sont d'autant plus marquées qu'elles sont aussi demain le prélude à sans doute la guerre de succession pour le président Trump, pour être le candidat républicain en 2028. Et donc chacun aujourd'hui a choisi son mode d'expression et sa ligne politique, qui est d'ailleurs le fond de leur pensée, c'est-à-dire J.D. Vance, cet isolationniste, Marco Rubio, plus interventionniste, et vous avez clairement aujourd'hui chacun qui essaie d'avoir l'écoute du président et qui peuvent gagner sur certains plans puis perdre. Par exemple, le protocole avec l'Iran, c'était clairement une victoire de J.D. Vance. La reprise des frappes il y a 2 semaines, c'était plutôt une victoire de la ligne de Marco Rubio. On verra dans les prochains jours si les frappes s'intensifient, ça voudra dire que Marco Rubio obtient, je dirais, satisfaction auprès de Trump. En revanche, si on revient très vite à la phase de négociation, on sait que le Qatar en ce moment est en train de négocier avec l'Iran, ce sera plutôt J.D. Vance. Et puis, il ne faut pas oublier non plus, attention, Donald Trump n'est pas non plus une marionnette, il a aussi ses propres intentions et il peut lui aussi changer d'avis, pas nécessairement influencé par l'un ou par l'autre, mais ça dépend aussi de la situation qui, on le sait, est extrêmement fluide. Mais vous avez clairement ces deux camps qui s'opposent aujourd'hui et Donald Trump qui choisit l'un, choisit l'autre, et puis qui a son propre agenda politique, évidemment. Alors, et puis, il y a aussi, par exemple, le Liban, qui pourrait être un terrain plus favorable à Marco Rubio, puisqu'il a réussi, c'est lui qui a réussi à conclure cet accord entre Israël et le Liban. C'est clairement, effectivement, tout ce qui n'est pas, je dirais, isolationniste, toutes ces grandes manœuvres, on a vu effectivement avec le Liban, vous avez complètement raison, peut-être à terme cet accord de pacification, cet accord de paix éventuellement avec Israël, voire demain le Liban qui rentrerait dans un accord d'Abraham, ça serait évidemment une victoire majeure pour Marco Rubio et puis pour Donald Trump. On sait que pour Donald Trump, la stabilisation régionale avec les accords d'Abraham, c'est, je dirais, son grand legs, c'est son grand succès diplomatique du premier mandat, et cette volonté de redessiner un petit peu le Moyen-Orient avec l'influence américaine, c'est clairement le grand dessein de Marco Rubio, alors que pour un J.D. Vance, il ne voit pas véritablement l'intérêt des États-Unis. Il l'a redit, pour lui, son plus grand fait d'armes, c'est d'avoir arrêté les armes, la livraison d'armes à l'Ukraine, et c'est aujourd'hui de désengager au maximum les États-Unis des conflits et même de l'ordre régional, des ordres régionaux, ça ne l'intéresse pas, il estime que ça n'est pas le but. Ça n'est pas le rôle des Américains. Donc clairement, le Liban, c'est intéressant et c'est pour le coup intérêt que je dirais Marco Rubio pourrait pousser parce que d'un point de vue même politique, ça pourrait être extrêmement bénéfique, alors qu'un J.D. Vance pourrait plus, lui, je dirais, surfer sur la guerre en Iran qui est extrêmement impopulaire aux États-Unis et de dire voilà à quoi mène l'aventurisme d'un Marco Rubio. Donc là aussi, vous avez demain peut-être le prélude à ce qui pourrait se jouer entre Vance et Rubio. L'un qui joue la force des États-Unis, c'est d'être le garant d'une force régionale, alors qu'un J.D. Vance pourrait se dire nous n'avons rien à gagner à ces théâtres extérieurs qui renchérissent le coût de la vie. Vous avez clairement là deux lignes politiques extrêmement marquées entre les deux hommes. Une dernière question, puisqu'on en a parlé d'un possible rapprochement entre Riyad et Jérusalem. Est-ce que vous pensez que lorsque les Américains ont conclu cet accord sur l'acheminement, on va dire la préparation d'un programme de nucléaire civil pour Riyad, il y avait là une volonté de compensation envers l'Arabie Saoudite par rapport à ce sentiment que les Saoudiens ont d'avoir été un petit peu abandonnés dans le cadre de la guerre en Iran, par le fait que finalement ils ont fait les frais aussi des tirs des Iraniens et qu'ils n'ont pas reçu, on va dire, peut-être le soutien qu'ils attendaient de la part de Donald Trump?
Vous avez raison, il y a peut-être effectivement, et ça serait préoccupant, une forme de compensation. Et vous pourrez rajouter à votre question le fait il y a encore quelques heures, pour le coup, les Saoudiens ont marqué de façon très officielle leur soutien aux frappes américaines contre l'Iran. Il semble même d'ailleurs que les Saoudiens se soient joints à ces frappes. Donc on peut dire que là, ça peut faire partie d'une nouvelle alliance. Les Américains qui, pour calmer le jeu avec Riyad, effectivement disent on vous donne le nucléaire civil et vous renforcez cette alliance avec vous. Je rajoute un point très important sur le nucléaire civil, et là c'est plutôt au détriment d'Israël. On se souvient que Trump avait dit il n'y aura pas d'accord, il n'y aura pas de nucléaire civil sans normalisation avec Israël, alors que là ça a plutôt changé puisqu'il vient de dire cet accord avec ce nucléaire civil permettra la normalisation avec Israël. Donc ce qui était un préalable hier devient une conséquence. Donc là, pour le coup, à force de compenser, le problème, c'est que vous faites toujours un partenaire qui n'est pas content. Hier, c'était les Saoudiens par rapport à ce qui se passait dans la région. Maintenant, c'est plutôt Israël qui voit en fait une énorme carotte qui avait, notamment sous Biden, en disant le nucléaire civil sera en échange d'une normalisation avec Israël. Il semble malheureusement que l'Arabie saoudite obtienne le nucléaire civil sans normalisation préalable avec Israël. Ça, pour le coup, au-delà effectivement des sourires qu'il a pu y avoir entre Netanyahou et Trump, c'est un vrai coup porté à Israël. Oui, et sans parler effectivement aussi de ce qui se passe avec la Turquie, d'une certaine manière, même si Israël reste un allié solide des États-Unis, on a peut-être le sentiment, dites-moi si je me trompe, que la supériorité d'Israël et la supériorité de l'alliance entre les Israéliens et les Américains, qui semblait tout à fait évidente au début de la guerre, eh bien aujourd'hui elle est remise en cause par ce genre de développement, n'est-ce pas ? Et en fait, ça fait partie de Trump. Je pense qu'il faut pas être injuste avec Trump et de dire que Trump se fiche d'Israël. Simplement, Trump a une approche très transactionnelle qui c'est un coup après l'autre. Lui estime que la Turquie est un allié. Il a une bonne entente avec Erdogan. Il veut satisfaire Erdogan et se dire en plus c'est la vente de F-35. Et pour lui, ça ne va pas à l'encontre de l'alliance avec Israël. C'est là où effectivement on peut être un petit peu inquiet, comme avec le nucléaire civil. C'est-à-dire que le problème, c'est que quand vous donnez ce type de satisfaction sans compensation à des alliés extrêmement problématiques comme la Turquie, surtout par rapport à Israël, eh bien oui, de facto, ça affaiblit un petit peu la position stratégique d'Israël. Ça concerne le nucléaire civil saoudien, ça concerne aussi la Turquie. Ça fait partie de la vision diplomatique de Trump qui estime qu'on peut avoir des accords bilatéraux avec des pays sans que cela remette en cause l'alliance avec un autre pays. Dans les cas précis, ça n'est pas le cas. Eh bien, on le comprend. Donc, on va rester, dirons-nous, sur des sentiments plutôt mitigés. Une bonne rencontre entre les deux hommes, Trump et Netanyahou, mais un contexte régional qui est plutôt préoccupant pour l'État d'Israël. Merci beaucoup, Sébastien Lévy, de nous avoir éclairé sur les lendemains de cette rencontre entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou, alors qu'il semble que l'on s'achemine à nouveau vers quelques rounds de confrontation directe entre les Iraniens et les Américains. Merci encore et merci d'être resté réveillé. Il est 1h20 chez vous. Merci d'être resté réveillé pour Radio Kalita. Bonne journée, à bientôt. Bonne nuit, à bientôt.